le diagnostic, il faut qu'il aille voir, s'il veut que ce soit pris en compte par l'institution militaire, il faut qu'il aille voir un psychiatre militaire. Les psychiatres militaires, il n'y en a que dans les hôpitaux des armées. Donc si vous habitez Clermont-Ferrand, il faut aller à Paris ou venir à Toulon pour avoir un diagnostic. Le psychiatre, il va poser le diagnostic. Et il va poser le diagnostic d'une affection psychiatrique. Il ne connaît pas les circonstances. J'aurais aimé être avec vous aujourd'hui comme je le fus l'année dernière à l'occasion des commémorations des 80 ans de la libération de la Motte. Malheureusement, des engagements pris de longue date et auxquels je ne peux me soustraire m'en empêchent. J'ai néanmoins tenu à assurer une forme de présence et à vous adresser ce message vidéo. D'abord, pour féliciter la municipalité de la Motte et le Rotary Club de s'emparer de la question si importante du stress post-traumatique chez nos soldats. Comme ministre, je me réjouis de constater que ce n'est pas un sujet qui préoccupe seulement les familles des blessés, les psychologues et le ministère des Armées, mais que la société civile s'y intéresse aussi, y compris au cœur de nos territoires. C'est un bel exemple de la vitalité du lien armée-nation et du renforcement de nos forces morales. Ensuite, pour partager avec vous la politique de réparation que je porte en faveur des militaires blessés, psychiques et la manière dont nous les accompagnons. Si pendant trop longtemps les âmes brisées n'étaient que peu de choses à côté des gueules cassées, aujourd'hui, la blessure psychique du militaire est pleinement reconnue dans tout ce qu'elle peut avoir de singulier, de douloureux et d'inexprimable. Depuis plusieurs années, le ministère des Armées veille à ce que les états de stress post-traumatique ne soient jamais traités comme une fatalité, mais comme une véritable blessure dont la conclusion doit être la guérison. Cette approche est au cœur du plan blessé 2023-2027 que m'a confié le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Le premier enjeu est de pouvoir poser le diagnostic sur la blessure psychique. C'est le travail de nos psychiatres, lesquels demandent autant de savoir-faire que d'humanité, car si les blessures physiques se présentent avec la force de leur évidence sanglante, les blessures de l'âme seront plus subtiles, plus sourdes et souvent plus profondes. Le second enjeu est celui de la prise en charge de l'accompagnement du blessé. Là encore, celui-ci est pensé dans sa globalité en prenant en compte sa réinsertion professionnelle et sociale. L'un des navires amiraux de l'accompagnement des blessés psychiques est le dispositif des maisons Athos. Généralisé après une expérience réussie de l'armée de terre, les maisons Athos sont des dispositifs de réhabilitation psychosociale non médicalisés. Ce ne sont pas des structures militaires, mais des maisons faites pour les militaires. Des lieux où ils sont accueillis, compris, des lieux où ils peuvent prendre le temps de se reconstruire. Aujourd'hui, 500 militaires blessés psychiques sont accompagnés par les équipes des 5 maisons Athos réparties sur l'ensemble du territoire. Une 6e maison est sur le point d'ouvrir ses portes près de Colmar. Notre objectif est ambitieux pour le dispositif Athos. Il doit nous permettre, avec le pôle de réhabilitation de l'Institut national des invalides, le village des blessés, les stages du cercle sportif de Ligny, de trouver pour chaque blessé les moyens de se reconstruire. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je tenais à partager avec vous avant que ne s'engagent vos discussions. Alors, merci pour nos militaires et bon colloque. Si la France est à nouveau confrontée à des pertes massives, voilà, parce que l'homme ne progresse pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La technique, oui, l'homme, non. Donc, indiquer quelque chose qui échappe à la prévisibilité dans la question des troubles psychotraumatiques. Psycho fait référence donc au psychisme et à une causalité autrement plus complexe que celle linéaire d'une cause et d'un effet. Voilà. Ça me semblait important de rappeler en préambule ces éléments-là. Diapositive suivante, oui. Alors effectivement, cette question du trauma, ça va bien au-delà du théâtre de guerre. Ça concerne d'autres modalités d'intervention, avec aujourd'hui, comme vous le savez, toute figure d'autorité, les maires peuvent en témoigner, toute figure d'autorité peut devenir la cible. Et le militaire est volontiers également la cible d'attentats, d'attaques dirigées contre lui-même au regard de ce qu'il représente. Pas pour lui-même, mais représentant la nation, ici la nation en armes.
Quel est le dénominateur commun de ces situations et ce à quoi a affaire le militaire, l'institution militaire? C'est la question du risque. Le métier des armes est un métier à risque. C'est pas le seul, vous l'avez souligné, c'est très juste. Et c'est très juste. C'est très juste. Ce risque, eh bien, il est contemporain du vivant. La seule certitude qui est la nôtre, c'est qu'on va mourir. C'est le seul. Et celui qui voudrait figer, arrêter vis-à-vis de cette réalité-là toute perspective, finalement, est déjà mort avant de l'être. Quelle est la particularité des militaires blessés, ou blessés psychiques? C'est que de cette mort, ils en sont revenus. Ils l'ont expérimenté. Mais eux sont encore là et viennent raconter quelque chose qui est du champ de l'indicible, de l'innommable, de ce qui échappe au système langagier et qui les rend désormais étrangers à eux-mêmes, à leur famille et aux autres. D'où l'importance des soins, on en reparlera peut-être un petit peu, vous l'avez évoqué avec beaucoup de justesse, et de la réhabilitation, c'est-à-dire de lieux capables de les accueillir, d'accueillir la singularité qu'ils ont pu vivre, là où ailleurs, ils n'ont que peu de place. Dans l'institution militaire elle-même, même si des progrès ont été faits. Diapositive suivante. Alors, quelques mots, je ne vais pas en dire trop long autour du stress, hein, mais vous voyez la courbe au-dessus qui témoigne de cette dimension physiologique que le stress évoque. Stress qui en soi est un mobilisateur pour faire face à la menace qui peut peser sur un organisme ici le sujet. Le plateau témoigne de cette résistance à la menace qui perdure. Et enfin, l'affaissement de la courbe indique l'usure, la fatigue, ce qu'on appellerait dans notre milieu la fatigue opérationnelle, hein, qu'on a pu connaître sur tous les théâtres de guerre. Le premier était... On arrive au fond, au cœur du sujet. Le premier qui parle de trauma, c'est pas Freud, c'est Oppenheim. Hein, c'est le développement des chemins de fer. C'est pas les accidents de la voie publique qui ont été à l'origine du salut, hein, la création du salut lui-même. Aujourd'hui, on a un peu moins de blessés car on a progressé, les voitures, etc. sont beaucoup plus mieux construites. Un terme auquel je suis attaché, c'est Kraepelin, hein, qui était un grand psychiatre allemand, qui a élaboré une nosographie qui, encore aujourd'hui, a influencé nos grandes catégorisations américaines notamment, hein, le DSM, mais aussi internationale, la classification internationale des maladies. Kraepelin parlait de névrose d'effroi. Pourquoi je l'évoque? C'est pour indiquer cette manifestation précoce, aiguë, de l'effroi, d'un au-delà de la peur, hein, de ce qui vient saisir le sujet et en quelque sorte le pétrifier. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans un langage plus médical, mais je ne vais pas vous abreuver de concepts, de dissociation péritraumatique, hein, d'un sujet figé qui n'est plus en état de réagir. Pourquoi je l'évoque? Parce que c'est un indice fort de survenue à distance d'état de stress post-traumatique. C'est là le premier indicateur, le plus fiable. Alors oui, diapositive suivante, parfait. Donc effectivement, une de nos dernières études hein, au sein du SSA, du service de santé des armées, le trauma représente assez peu finalement. C'est 10-15% de notre activité. C'est important de rappeler, pardonnez-moi, parce que dans les troubles psychiques et vulgaires, il n'y a pas que le trauma. Il n'y a pas que le trauma. Et la noblesse de la souffrance de l'âme qu'elle représenterait. Pourquoi c'est important de l'avoir en tête? Parce que la société civile ne veut pas voir le malade mental et la souffrance psychique. La blessure donnerait une visibilité à la chose. Mais ça va bien au-delà de la seule question du trauma. Donc il ne faut pas non plus se localiser là-dessus. Ça ne veut pas dire que les autres troubles ne sont pas imputables à la confrontation à un fait de guerre. Mais ça ne se manifestera pas toujours sous le visage du trauma. J'introduis là aussi une nuance par rapport au discours politique ou médical qu'on peut entendre, hein, vis-à-vis de la stigmatisation de la maladie mentale versus la maladie physique, qui est une lutte vaine entre nous, soit dit, toujours
échappe à la quantification, au discours de la science, à ce qui se quantifie, à ce qui se mesure. Donc il y aura toujours une suspicion, toujours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas lutter contre ces représentations sociales, mais ne soyons pas dupes des limites de la chose. Pardonnez-moi, revenir à la diapositive juste avant, c'était pour indiquer, vous voyez, la prise de conscience finalement essentiellement institutionnelle à la faveur d'un éclairage médiatique remonte à 15 ans. Le SSA s'occupait de ces blessés bien avant. C'est l'institution militaire qui va progresser dans sa prise en compte beaucoup plus systématisée de nos blessés et de nos malades qui étaient laissés pour compte. C'est un choix politique. Hein. Je n'accuse pas les politiques. Leur rôle, c'est de faire des choix. Et c'est ce qui aujourd'hui est très compliqué. Mais je m'arrêterai là. Hein. C'est le en même temps. Bon, ça marche pas, ça. Ça marche pas, bien évidemment, on le sait. Sauf qu'on n'est pas prêt à entendre les conséquences de la chose. Et donc, bien évidemment, la population militaire est à risque. Pourquoi? Parce qu'elle évolue dans un monde à risque. Le sexe féminin est un facteur de risque. Là, je m'aventure sur un terrain glissant. Pourquoi? Pas parce que les femmes sont plus fragiles, bien évidemment, mais ce serait plutôt le contraire. Tout simplement du fait de l'extrême prégnance dans le monde des agressions sexuelles. Voilà. Et donc, cette différence, le sexe ratio disparaît en contexte militaire. Et comme vous le savez, nos armées sont de plus en plus féminisées, et c'est une chance, bien évidemment. Je n'irai pas plus loin sur les facteurs de risque, parce qu'on ne va pas faire d'enseignement là-dessus. La blessure physique, quand même, est un facteur de risque. Pendant longtemps, on a cru que d'être blessé dans son corps protégeait d'une atteinte psychique. Hein? Et dans les faits, c'est pas tout à fait vrai. Et il s'agit plutôt, et c'est notre façon de faire dans nos hôpitaux militaires, vous l'avez dit, mais malheureusement, la cartographie de nos hôpitaux est en train de se restreindre. Professeur, je voulais savoir s'il y avait un effort à faire de l'instruction et l'encadrement de nos jeunes soldats pour les préparer, parce qu'on ne pourra jamais éviter ces syndromes. Est-ce qu'il y a un effort à faire de l'encadrement pour préparer nos jeunes comme ça, à ces conflits voilà. Est-ce qu'on doit préparer nos encadrants et les former peut-être plus dans ce domaine-là? Dans l'avenir, deux réponses. Donc c'est oui, ça n'empêchera pas la survenue d'eux, vous l'avez compris, mais deux actions très concrètes. La première, positive, qui est tout ce qui renforce le groupe, la dynamique collective, permettra de faire rempart, aidera à faire rempart et à faire tenir le sujet. Je suis assez prudent vis-à-vis la notion, ce qu'a récupéré l'institution militaire, mais elle est dans son périmètre de force morale. Bon, attention, parce que l'envers de la force morale, c'est la faillite, c'est justement à l'opposé de l'image qu'on souhaite défendre autour de la blessure psychique. Donc, renforcer la solidarité, l'entraide, la dynamique collective. C'est à l'opposé quand même de notre société, qui est plutôt du côté de l'épanouissement personnel, de la jouissance sans limite, du 1, et pas de tous. Donc c'est une gageur majeur de l'institution militaire, recréer les conditions de groupe. Ça c'est l'aspect positif. Et l'aspect plus correctif serait d'enseigner, et c'est le message des armées l'ont compris, le secourisme. Le secourisme. Parce que le soin c'est trop tard. 15 ans. Le secourisme pour des gestes élémentaires afin, sous le feu de l'action, de pouvoir enclencher avec toutes les difficultés qu'il y aura sur un engagement. Une autre question? Merci professeur. Deux questions. La première, à laquelle vous allez pouvoir répondre assez rapidement. Vous avez parlé tout à l'heure en cas de conflit de haute intensité dans lequel la France sera engagée de manière, on va dire, un peu plus globale. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de médecins psy civils qui seraient capables de venir en aide aux médecins psy mili? Bon, ça c'est la première. La deuxième, j'ai relevé quelque chose qui m'a un peu interpellé. Vous avez dit à un moment donné, vous avez évoqué la notion, non pas d'épidémie, mais de diffusion à l'entourage du syndrome
du trauma, c'est-à-dire que la personne qui est atteinte, finalement, ça risque de diffuser autour de lui cette notion bon, on ne va pas reprendre les termes que vous avez pris. Alors moi, la question que je me pose, mais elle va peut-être au-delà d'autre chose, c'est est-ce que ça ne peut pas devenir une arme utilisée par des adversaires pour déstabiliser une armée en face d'elle? Ils sont déjà saturés. Nos hôpitaux militaires sont saturés. Donc il faudra ouvrir des dispensaires, ouvrir des lieux à même d'accueillir des blessés en nombre. C'est ça la réalité. Alors je ne peux pas aller trop loin dans l'explicitation de choses. On travaille là-dessus, et donc bon, il y a des aspects de confidentialité, mais il faudra qu'on élargisse. On a réduit, c'est sorti, le comité consultatif national d'éthique a sorti un rapport là, il y a un mois de cela. On a perdu en 40 ans, j'espère ne pas inverser les chiffres, 40% des lits. Il y a une désinstitutionnalisation de la psychiatrie qui est prise par la logique de réinsertion du malade mental dans la cité en méconnaissant, ce qui est une très bonne chose. Pardonnez-moi, malade mental n'est pas une expression heureuse, mais je l'évite. Là où il faut aussi accueillir une certaine réalité de la maladie mentale, qui est que certains sujets ont besoin d'être hospitalisés au long cours. Et aujourd'hui, la France en a de moins en moins la capacité, donc non. C'est ça le problème. C'est ce pourquoi je suis assez pushy lorsque j'ai l'occasion d'évoquer la chose avec des hautes autorités militaires ou du SSA, du service de santé des armées, parce que justement, à la différence des autres spécialités, c'est déjà saturé. Alors, c'est vrai, trouver un ophtalmo, un dermatologue, etc. À Toulon, c'est compliqué. Je pense que ça l'est également chez vous. Donc non, malheureusement. Mais là, mon point d'espérance, c'est que face à la nécessité, quand bien même l'homme est ce qu'il est, on fera face. Et c'est pas la même chose quand la nation est attaquée ou quand on est engagé massivement. Il y a des ressources insoupçonnées en chacun qui nous aideront à faire face. Donc j'ai l'espoir en la mobilisation qui pourrait être la nôtre vis-à-vis de ce qui s'imposera. La deuxième question est très juste. Là aussi, très clairement, les conflits de demain seront marqués, et on le voit dès à présent, par l'importance de la désinformation, de la propagande, de la lutte informationnelle, qui viendrait effectivement toucher des collectifs, au-delà des pertes réelles. C'est la force de l'attentat. L'attentat, encore une fois, chez les terroristes, quels qu'ils soient, même si là aussi le mot est de plus en plus galvaudé, ce n'est pas les pertes réelles qui sont recherchées, c'est la diffusion à la population. Et là, c'est beaucoup plus compliqué à contenir, comme la panique, qui était redoutée par nos grands chefs militaires, parce qu'ils ne savent pas faire. Et peut-être, si je puis me permettre, pour quand même préciser, au regard de ce que vous évoquiez, peut-être des glissements qui ont pu être les miens, le trauma vicariant, c'est ce à quoi vous faisiez référence, c'est-à-dire qu'il diffuserait à l'autre. Un autre qui n'aurait pas été confronté au trauma est une erreur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce que je voulais dire, mais je me suis sans doute mal exprimé, c'est que un blessé, lorsqu'il rentre, au regard de la souffrance qui est la sienne et du retentissement des troubles, ça produit des effets dans son entourage. Le taux de divorce, de séparation, de rupture, de trajectoire est majeur. C'est-à-dire que le sujet le porte d'abord lui-même et ensuite ses proches. C'est ça que je voulais signifier. Mais il n'y a pas de diffusion du trauma. Ce n'est pas une maladie infectieuse. C'est pas une maladie infectieuse. Attention. Ni dans les services de santé, ni médecins, ni psychiatres, ni quoi que ce soit, mais qui peuvent tout de suite aider leur body, comme on dit. En tout cas, les policiers chez nous, quand je leur parle de ça, ils adorent, parce qu'effectivement, ils sont quasiment toujours par pair, et quand il y a un des deux qui est éclopé pour quelque raison que ce soit, déjà, naturellement, ils donnent un coup de main. Mais si je leur donne des indications supplémentaires, ils commencent à arriver à un niveau supérieur, et dans pas mal de cas, peuvent même empêcher le développement d'un SSPT, et en tout cas, diminuer le acute stress disorder, comme ils disent, donc, qui est de l'état de très très élevé, qui peut tourner en trauma qui va durer longtemps ou non. Et quand on commence à faire ça, l'avantage en fait de l'hypnose, je vous disais, c'est prendre du contrôle, mais notamment en prenant du recul, en sortant de soi-même, en étant en anesthésie, etc. Et puis il commence tout d'un coup à me dire, oh, et sur le proche du rond, on me dit, mais c'est fou,
J'ai complètement oublié, le gars avec un 357 Magnum, il le dépose sur ma tempe et il me dit, si tu merdes avec le coffre, je te bute. Et puis il me dit, mais c'est fou. Il est resté à côté de moi avec le revolver sur la tempe pratiquement pendant le quart d'heure qu'il faut. D'accord ? Tout ça c'est oublié, spontanément. Et puis après, il me dit, on continue le travail, en fait, tout ce qu'on fait, c'est on change de souvenir pour l'apaiser tout de suite. Je dirais après comment, pourquoi. Et à ce moment-là, il me dit, mais, j'étais tellement terrorisé, je transpirais, mes mains coulaient, et plonks, la clé tombe par terre. Si tu merdes avec la clé, je te bute. Vous voyez le truc? Et une séance. La séance d'après, sa femme vient chez moi, parce que là, ça se passait à tourner, et puis moi, j'habite près de Waterloo, et ils viennent chez moi, et sa femme me dit, mais c'est merveilleux, M. Brassing, je ne peux pas vous remercier autant, vous me l'avez rendu comme avant. Je dis, ah oui, et quoi ça? Et ça, c'est un phénomène assez fréquent dans les faits de guerre, les agressions. On a quelqu'un qui peut avoir un caractère tout à fait sympa et normal avec sa famille et avec qui le traite gentiment, qui du jour au lendemain devient ce qu'on appelle une victime identifiée à l'agresseur. M. Gurdjieff a parlé de la victime identifiée à la victime, avec tous les symptômes qu'on trouve en santé mentale, mais la victime identifiée à l'agresseur, elle a souvent un symptôme principal. Elle est devenue une personne en rage. Nous allons tous tomber en hypnose profonde. Peut-être que certains militaires aguerris auront des réactions, on verra s'ils vont faire un trauma ou pas, mais la majorité des gens vont tomber dans une hypnose très très forte, dans laquelle nous allons tous développer des phénomènes hypnotiques très puissants. Pourquoi? Ce n'est pas le bon Dieu qui le fait, c'est notre cerveau sans doute. Il va nous mettre immédiatement dans des phénomènes hypnotiques protecteurs. On va être paralysé, on va être anesthésié physiquement. Si on prend des balles à droite ou à gauche, on ne les sentira pas. Les militaires, souvent, nous racontent « Ah, mon body, il a pris une balle dans l'épaule, c'est dingue, tant que l'échauffourée a duré, ça a duré bien un quart d'heure, 20 minutes, il n'a rien senti. » Et il y a des gars qui on leur dit « Tiens, tu as vu ton trou là ?» Je dis « Non, et il a mal tout de suite. » Good day to you all. My name's Nick Ford. I'm a psychiatrist from Adelaide, South Australia. And today I'm going to be talking to you a little about what I do as a psychiatrist, and I'm also going to be interviewing an old friend and colleague, Mr. David Everett, who's had a very distinguished career working with our veterans in Australia. I do wish I was there with you in France, partly because I like France. To let you know, I'm a senior clinical lecturer in the University of Adelaide in South Australia. I'm a major in the Royal Australian Army Medical Corps. I've been in 2 little wars, and I've published quite a bit in this area with multiple citations. On the subject of our veterans and serving military, it's been observed that the purpose of the art of war is to impose so much stress on the enemy that they lose the will to fight. And so it's not surprising that there's going to be emotional disorders arising from exposure to warfare, peacekeeping operations, and natural disasters. But then you have physical injuries as well, not only wounding, but the situation is that you can't live properly if somebody's trying to shoot at you. So we see a lot of musculoskeletal injuries. Our veterans in Australia, and likely France, are handpicked to be our best young men and women. And we owe them, and it also makes a lot of social and economic sense to fix up their health issues and get them back being very productive parts of society. Which, of course, is where I come in when they're crook. Most of my work is talking and medication, but also liaising with a lot of other health professionals and non-government organisations, which Mr. Everett's going to talk to us quite a bit about. I work with psychologists, I work with exercise professionals, I work with surgeons, I work with other medical people, and I work with physiotherapists and social workers and various support organisations. My job is fairly straightforward. With the medication and talking that I do, I put a splint around a bruised and broken brain. I try to reset the normal control networks that the brain has and try to manage it so that the individual can at least stabilise. But I really can't do my job of re-strengthening the brain without the involvement of a lot of other people.
that simply we're looking for supported social services and supported structures to enable our injured veteran to regain his full potential and recover to become a productive and useful member of society, remembering that these guys and women are handpicked from our best young people to serve in our military. In Australia and possibly in France, many of our injured veterans have found themselves impoverished, homeless, and out of work or even dead by suicide. Over 1,200 Australian veterans have died by suicide in the past 20 years. In that time, only 45 of our soldiers have actually died in combat. 1,200 of our veterans have died of the psychological wounds encountered by their service in the military. And in Australia, this has been considered a national disgrace. Many people, including myself and Mr. Everett, have been involved in advocacy, speaking with government, and sometimes government's been a little slow to respond. So guys have gone off and organised themselves to build support networks, to build entrances back into the education system, to build entrances back into the workforce, and to provide group programs that support veterans. Because one of the things that veterans are really good at, in my experience, is working together as teams. And they tend to support each other. They're trained to work that way. They also have so many other useful characteristics that make them ideal people to be working with and to have working for you. Our fellow soldiers in France, I wish you well in this initiative, and I'm going to now have a conversation with my friend Mr. Everett and be with you in just a moment. Ladies and gentlemen, can I introduce you to my friend and colleague, Mr. David Everett. David, can you tell us a little about yourself and your role with Veterans Services over the years? Thank you, Dr. Ford. Hello there. Yes, I'm David Everett. I'm a veteran, an Australian military veteran, and I'm 75 years old. I, in fact, served as a national serviceman, 2 years of national service, and in that 2 years I was in Vietnam for 13 months, 9 months in the infantry, and 4 months in the psychological operations air team. I learned a lot. I didn't realise it at the time, but what I learned was in terms of my physical capability, my mental capability of able to, in fact, understand the strategy, the line of thinking that is required in a military service. But it was more to the point that what I learned was the importance of the team mentality. And every member of a military team relies on the other members to, in fact, not only survive, but achieve the objectives. It is important to understand that as human beings, especially in the military, there's a very strong camaraderie, and this helps everybody move forward to achieve the objective. And I say, with a minimum of loss. It's not always possible, but it's preferable. So the military's had a significant part of my life. It also gave me the discipline to, post the service, move into education, and I have a master's degree in business. I also have a number of other degrees, and all relating to business. And I have in fact been served through various different companies at the senior corporate level as CEO, chairman of the board. David, one of the things that we met many years ago on a mental health subcommittee, and I believe at that time you were chairman of the Veterans Advisory Council to the South Australian Government. What were you most proud of in that role, and did your own working background assist in that? Thank you, Dr. Ford. There is one reality that when you're a member of the military, you might physically leave the military, but the military never leaves you. And I think I
put my success in life down to the strong military disciplines and outcomes, focus on outcomes that I learned at the early stages of my life as a soldier. This then carried over to my education. I knew that I had to work hard to achieve the results, and in my employment in the commercial areas at various disciplines, finance, construction, consulting, those disciplines of using your thought processes, encouraging people to talk, identify the objectives, clearly listening, and then moving forward to achieve the outcomes of your tasks at hand were military based. This led me to be invited to join the Veterans Health Advisory Council at one stage, and I become the chairman of that council. Our prime role was to advise the government of the day what veterans needed from a health perspective. Using my military background and using my commercial background, what I did, I realised that I am not an expert in health. So I created 4 subcommittees. One was being the mental health subcommittee, and I invited an amalgam of highly skilled professionals. Of course, Dr. Nick Ford was one, and a number, also different types of professionals, nursing professionals. Also invited to have veterans with their lived experience, what they actually had enjoyed. And through that, as both the chairman of the Veterans Health Advisory Council, but also as the chairman of the subcommittee, I was really proud that this was able to identify issues, and through discussions, and they were quite robust, and we were able to come up with significant recommendations to government. And like all governments, governments don't necessarily accept your invitation to advice in the early stages. But surprise, surprise, over the last 5 years or so, I'd have to say that most of the things we've talked about to our local, regional or state government have been instituted. And in fact, on a national scheme, one of the things that has been very significant, of course, Dr. Ford was involved in this, was the importance, and I strike, the importance of physical activity for those people with mental health challenges. And this gave the individuals not only a better health basis, but also helped them to have peer support from people who are in a similar vein with challenges. It also helped them with their family, and this is important because the carers are the unsung heroes in many respects to support those military veterans going through some trauma. So when I think about it, the federal government has slowly and unofficially started to support more of the physical exercise to go with obviously the mental health treatment. Now, I like to stress, not every service person that comes out of their service has mental health problems. And the severe ones is a relatively smallish percentage. However, if you look at studies compared with military and the public, there are comparative percentages of relevance in terms of lifetime prevalency to mental health. So what we are doing as focusing on the veterans, we're also reflecting that in terms of other first responders, police, fire brigade, ambulance, even surf lifesavers. Now, why I say that is that the normal person goes to work every day and expects to come home. If you're a veteran and in active service, or you are a firey, you are an ambulance driver, or somebody who's involved, like police, in the front of the public service, they may not come home. And when you get breaking it down, mental health is critical to ensure the individual, their families, and of course, when I say families, and their children, are balanced for the rest of their lives. The criticality of service has to be supported and by mental health professionals, social health professionals, and other associated professionals in the health industry.
David, we've had a long and productive association. One of the things I've really admired is your commitment, but also your awareness of the issues that surround what I as a clinician see. There's homelessness, and I believe you've had some role in that. There's linkage with education services. Many areas that you've covered in your career. Can I ask you, is there anything recently that you've done that you've been most proud of in South Australia? Well, thank you, Nick. Dr. Ford has been a personal friend and a supporter for many years, and we've worked on numerous challenges to ensure there's a balance. The reality is, when I retired, I got heavily involved in the veteran community. I was the chairman of a very large retirement age and nursing home group, and we were able to focus. But when I say focus, we were focused on the currency and the future, what was coming down the pipeline. Mental health challenges are significant, not only for the veteran but their families as well. On the way through, I had the pleasure of meeting a young veteran by the name of Ben Wadham. Ben actually now is a professor, a director of Open Door at the Flinders University here in Adelaide. He, in fact, is well known in the Australian community as has written many seminal works on veteran suicides, and as Nick had indicated, some 1,200 veterans have passed by their own means of recent times. A national disgrace, undoubtedly. A waste of human life. And Ben has been invited to, in fact, Paris, to speak at NATO on a couple of occasions, and that's been an important aspect. But who is Ben? I would describe Ben as initially a very ordinary Australian, just one of the what we call an ordinary bloke. He joined the Australian Defence Force at 17, served in infantry, served in a place called New Guinea, whilst not described as a warlike conditions. If you've ever known much about New Guinea is rife with tribal conflict. Survived that, came back, joined the military police, came out of the forces and found education. And he became a sociologist and a criminologist and has a PhD. As a result, he is now leading Open Door, the research centre for veterans and family wellness, and focusing on how we can improve. So his vocation is education, and mine has dovetailed into it in terms of employment. And why do I say that? Because veterans are sovereign assets. We, the taxpayer and the government, spend many, many dollars taking a small percentage, the best of the best, put them into military service. And military service is not only a tradition, but it's also a privilege. You represent your nation. In times of need, who are the first ones into the field? It is the military. These skills they learn in there, I believe, are sovereign assets. In other words, a person that comes out of the military has more skills because of the training and experience than the average person coming out of university, trade schools, and just life. We experience of recent times, as we have through a relationship with Professor Wadham and myself and the construction industry, we are working to develop full employment. And the best thing about it is we're now starting to see a number of veterans who go into an employment area, might know nothing about it, but within 6 months they are leading. It's because of their discipline, their punctuality, their personal hygiene. They aren't covered with drugs and alcohol problems. They are in fact leaders. And we are starting to find industry positively responding, and the government equally as positively responding. Now, why I say that, the government, is I was part of the Australian Industry Skill Council
public safety area. That is all first responders. I've subsequently retired, but pleasing to know that the successors on my previous role now are saying that they're spending more time helping veterans transition into life, transition into education, transition into employment. And if I say nothing else to people listening to me today, please don't just look at them as soldiers, sailors and airmen. Yes, they are that. But look at them as sovereign assets, and they have a great amount of talent that can improve the quality of your economics. They can improve the quality of your volunteer section, cohorts, and life in general. So my advice would be, based on our experience here in South Australia, look at these people and say, what can we do to smoothly transition them into a new life and provide the nation with a return on investment. Thank you. David, thank you very much for that. And on behalf of David and myself, I wish you really well for what you're trying to achieve in France. And we hope you're able to skip some of the mistakes that we've made in Australia. Have a good day. I've got my stable belt from Queen's Guard. I was Queen's Guard 2009. I managed to keep hold of my belt buckle. It's one of the proudest moments of my life, to be perfectly honest. I'm glad I've still got that. I'm Nathan Rook, 25, 26 in July, and I served with 4 Regiment Army Air Corps as an aviation communications specialist. When I left the service, I didn't really know where I fit, and I ended up on the streets. That's better. It took about 4 years for that to happen, but still 4 years from working at the top of your field to being homeless, it's a little bit concerning, to say the least. Called up Veterans Aid, they asked me if I could get to London from Devon. At the time I had a guitar on my back, clothes on my back, that's it. I think the first thing that happened when I got here, they sent me down to get some food, and I obviously burst into tears. I wasn't used to someone helping me, I was used to having to struggle by, because it had been about 5 months I was homeless for. And they said that they were going to move me to the hostel. Initially I thought hostel would be in rooms like 7, 10, God knows how many people. But as soon as I got here, I found out it was single man accommodation, your own sink, your own bed, and it's pretty much like being back in the block in the forces. As you can imagine, our facilities are heavily used. They're wearing out. So the time came when we knew we had to do something about it, and refurbishment and rebuild was the plan. Bloomberg has a long track record of supporting high-impact charities in cities around the world. So when we met the Veterans Aid organisation in London, we were incredibly inspired, not only by their passion, but also by the proven results of the work that they do to support veterans. The thing that struck me about Bloomberg was uniquely they wanted to do it for us. Not just hand us money, that's easy, that's superficial, that's assuaging consciences. This was a step out from the mainstream. This is by far the largest project that I've been involved with. Bloomberg approached myself and other members of the community to see if we'd like to be involved. You know, what a fantastic project, and the size of it was just, you know, enormous, and it was just great to get our teeth stuck into. You could imagine there's a lot of hard work, kneeling down, got bruises everywhere, but I find it's really exciting because I've never done it in the past. And I would hope that they can actually feel the love and care that we have as a community. Any of these, yeah, this I think just the scale and the ambition involved in this project, you know, all that kind of sets it well apart from anything else perhaps Bloomberg have done, I think, certainly in my experience. If you give clients a good place to live,
it really helps their spirits and moves them forward. And it really is a case of onwards and upwards when they go through that facility. Now it feels like the support's there. Seeing everybody else putting in the effort, the volunteers from Bloomberg coming in, actually working and helping out with this place, it shows that people do actually care about ex-forces. And knowing that somebody else's effort and time has gone into making a room over here for myself, it's overwhelming. La CAP est la première association française de chiens d'assistance aux personnes en état de stress post-traumatique. L'association a pour vocation d'élever, éduquer et remettre ces chiens en assurant le suivi jusqu'à leur retraite, et cela de manière totalement gratuite. Le moment, la rencontre avec Utah. Et là, ça y est, c'était du concret. On a passé le stade du projet. Ouais, c'est un moment fort. Ouais, j'oublierai pas, je pense. Alors le meilleur moment, il n'y a pas pour moi un seul meilleur moment. Je vais dire que c'était un ensemble. Je vais dire le premier vraiment qui a commencé à apparaître, c'était le premier matin, quand je me suis réveillée. Et que j'ai vu Herbie et qui me faisait la fête alors que ça faisait à peine 24 heures qu'on se connaissait. Et là, je me suis dit, ah oui, il y a quand même quelque chose qui va se passer. Lorsque l'on m'a remis Ulysse, mon chien d'assistance, j'ai su à ce moment-là que ma vie allait changer. Alors, je vais dire la connaissance. La connaissance des chiens, et, un peu de tout ce qui est autour du chien, et du coup, ça apporte beaucoup. C'est un complément parce qu'il n'y a pas que l'éducation du chien qu'on nous apprend, c'est tout un ensemble, et du coup, on repart super serein parce qu'on acquiert beaucoup de connaissances. Et l'écoute surtout. Vous êtes tous à notre écoute, vous y allez à notre rythme, chacun, on est tous différents. Et ça, c'est très très appréciable et surtout sans jugement. J'ai pas vu un seul d'entre vous nous juger, que ce soit dans le regard ou autre. Ouais. Leur capacité à faire preuve d'empathie. Lorsque l'on parle d'une difficulté à l'un d'eux, une solution est apportée par l'équipe. Par exemple, j'avais beaucoup d'appréhension pour le retour en train. Eh bien, l'équipe a su me rassurer et j'ai pu aller m'entraîner en réel dans une gare. Le professionnalisme, la pédagogie, l'écoute et la bienveillance. Pour les rassurer, je dirais que de venir dans un endroit nouveau avec des personnes nouvelles, c'est angoissant, ça c'est sûr. Mais cet effort est récompensé en voyant ensuite notre binôme à quatre pattes. Je les rassurerai sur l'équipe que forme la CAP, que la remise se passe dans la bienveillance, entourée par un psychologue disponible à tout moment, et qu'à chaque question que l'on se pose, une solution ou une réponse est trouvée. Alors, franchir le pas de la CAP, c'est s'offrir l'espoir de vivre avec un binôme qui nous accepte tel qu'on est, et nous aider volontiers dans nos difficultés, mais surtout nous apporter une bouffée d'air frais et un sourire léger. Alors, du moins, c'est ce que j'en tire aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter à franchir le pas. Holly, wait. When somebody asks me about Holly, I very sincerely say, they say, well, what does she do? I said, she saves my life every single day. Every single day she saves my life, yeah. Sometimes it takes an event for it to manifest in a way that that requires care. I had been with the VA going to counseling for service-connected trauma already in California, and when the Soldier Show dissolved, it was really difficult. We were told like 5 days before, so all of a sudden I'm a freelancer with no income living in California. So that particular event triggered me enough to be hospitalized, and through the hospitalization, they also discovered some cognitive deficiencies as well. And one day I got an email
from Peggy Law that said, Victor, I wanted to tell you that we know who we're going to place you with. You haven't met her yet. Her name is Holly, and she's a really special dog. There's two things about this work that just make my heart sing. One is that we communicate with animals in a really special way, and we form a phenomenal bond, and we feel like there is a dialogue that happens when we're training. The dog is telling us, yeah, I get this, I can do it, I understand what you want. Or perhaps the dog might tell us, you know, I'm not comfortable, I don't understand, but you really feel a closeness and a communication that is so special, and I love that about training. I can't say enough about Service Dogs of Virginia in particular, but I mean the service dog organizations have such a commitment to making these dogs the absolute best that they can be to help who it is they're going to end up helping. And they change lives in so many different ways. You know, in speaking to other folks who have service dogs, who have come from Service Dogs of Virginia, every single one of them says, you know, he or she have made me whole. And every single one of them say, you know, I love that my family worries less about me now, that I can truly be independent. Yeah. And these dogs have enabled people to live a much fuller life, to get out with their children, to get out with their friends, in order to live again. So many of our PTSD clients have just become withdrawn and stay in their homes and don't get out. And we've seen a huge change in Victor since he has gotten Holly. She means the world to him. For me, before I had Holly, my doctors, my family, my partner, if I was out on my own, they never didn't worry. They always worried. You know, I needed somebody with me most of the time. So once Holly came, it actually gave them peace of mind. And it changed everything. It changed their relationships. They didn't worry so much. It's almost degrading or an insult to try to put into words what Holly means to me and how much I love her, and how I see other service dogs and what they do for their humans, for their forever humans. You know, truly, you know, in your life you make friends, you have family, right? And you have people that are part of you so deeply. And I think it would be difficult for anybody to think, oh, it's just a dog, you know. But she's done so much for me. And, you know, again, we're 6 legs in one mind. And the biggest thing she's allowing me to do is what I didn't realize is my entire life I had been in survival mode. That's what was explained to me. And overcoming a disability every day. I didn't realize what thriving looked like. I had no idea. So it's something that I'm starting to discover now, and that Holly helps me with, because it's pretty scary after all these years to think in those terms and to have hope and faith in the future. Yeah. Déjà, moi, je vais leur dire parce que le temps de se sécuriser. Voilà. On n'a pas le temps de aller à Saint-Pierre. Donc, parce que les activités, s'il veut bien, voilà. On est à plus de 2000
300 passages, et auquel vous rajoutez plus de 500 nuitées, donc il y a quand même du monde qui circule dans la maison. Alors les positions administratives des membres, alors donc un blessé, quand il a signé son consentement d'accompagnement, devient un membre de la maison, comme on est membre d'un club. Alors nos membres sont en grande majorité en congé longue durée maladie, donc en CLDR. Et tant qu'ils sont en congé longue durée maladie, outre l'accompagnement d'Atos, ils sont accompagnés par leur cellule d'aide aux blessés. La CABAT pour l'armée de terre, la CABAM pour la marine, la CAB MFR, la CAB Légion étrangère, la CAB gendarmerie, enfin toutes ces cellules d'aide aux blessés qui sont dédiées, pour lesquelles les personnels qui sont salariés de ces cellules, personnels militaires en général, sont dédiés aux blessés. Dans la salle, pour info, j'ai un capitaine. Rappelez-moi votre nom de famille. Clapier. Voilà, le capitaine Clapier qui prend le commandement de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc la partie sud-ouest de la France, dès le mois de juillet. Voilà, qui nous a fait l'honneur d'être présente. Sur toute la partie gauche, vous avez également les blessés qui sont toujours en activité, donc même accompagnés par Atos, ils sont sur leur poste de travail, et s'ils ne le sont pas, ils sont en arrêt maladie et en congé du blessé, mais ils sont toujours accompagnés, ils sont toujours administrés par leur chef de corps pour l'armée de terre ou leur commandant de bateau pour la marine, etc., etc. Ils ont donc entre guillemets un papa. Dès lors qu'on bascule en CLDM, on quitte ce qu'on appelle la formation administrative, qui peut être un régiment, on le quitte, on est muté administrativement, et c'est un moment compliqué pour les blessés, parce qu'ils perdent leur rattachement au drapeau qu'ils ont servi, et pour lequel ils ont été blessés. Donc c'est un moment compliqué. La plongée sous-marine, voilà, les repas, chaque repas dans une maison Atos, c'est un moment de travail. On le prépare ensemble, s'il n'y a pas de membres qui préparent les repas, il n'y a pas de repas. On déjeune ensemble. Le repas, à midi, quand les accompagnateurs sont à table, ils sont en posture professionnelle. Pourquoi? Parce que les blessés eux-mêmes sont en posture de réhabilitation. On a des blessés qui ne supportent pas le bruit de fond, vous savez, ceux qu'on a sur les repas, ben, ils sont en exercice, ils l'acceptent, et puis s'ils n'arrivent pas à tenir au-delà de l'entrée, ben, ils quittent et ils vont se reposer. Mais en fait, on est toujours, même si l'ambiance est très agréable et conviviale, on est toujours tous en posture professionnelle ou en posture de réhabilitation psychosociale. Voilà, j'ai essayé de vous éclairer. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Souvenez-vous de cela. Placez le blessé au centre de son parcours et de sa reconstruction. La réhab, c'est bien une affaire c'est bien l'affaire du blessé, c'est bien l'affaire du membre qui se reconstruit. C'est pas l'affaire du directeur de la maison Atos. Merci. C'est pas moi qui lui ai donné des moyens financiers. En revanche, on l'a accompagné et c'est lui qui est allé chercher ses chaussures, qui s'est fait faire son t-shirt avec les 2-3 copains qu'il avait avec lui. C'est eux qui sont allés chercher leur hébergement. En fait. Bonjour, donc je suis Jean-Louis Martinez, j'ai 69 ans et j'ai fait 38 ans dans l'infanterie. Et comme tout militaire, ben, on est envoyé en théâtre d'opération. J'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait l'Afghanistan, j'ai fait le Kosovo, pas mal l'Afrique. Et en Côte d'Ivoire, j'étais au moment des événements de Bouaké, le bombardement de Bouaké, où 9 camarades tombent, des gens que je connaissais. Et bon, je continue mon boulot comme ça, ben, comme le pompier va tous les jours sur un accident. Bon, je continue mon boulot après la Côte d'Ivoire, après cet événement. J'ai fait l'Afghanistan, j'ai fait le Kosovo, et puis un jour, je suis parti à la retraite. Et quand je suis arrivé à la retraite, eh ben, patatrac, ça m'est tombé dessus. Je n'allais plus très bien. Mon conjoint me disait, ma conjointe me disait, mais tu vas pas bien. J'ai commencé à boire, je me suis enterré. Et à un moment donné, j'ai dit, bah, il faut que tu te réveilles, parce qu'à l'époque où j'ai fait la Côte d'Ivoire et quand je suis parti en 2011, bah, les post-trous, bah, on n'en parlait pas trop. Il ne fallait pas le dire, parce que bah, si on le disait, bah, on était montré du doigt, donc on ne disait rien, on
faisait notre taf, et puis voilà, comme nombreux l'ont fait, comme les faux blessés de 14-18, on continuait notre boulot. Et donc, j'ai dit, il faut que je me soigne, parce que je ne trouvais pas, il fallait que je m'en sorte. Après 2 divorces, il fallait que je me relève la tête. Et j'ai écrit un livre. Et dans ce livre que j'ai écrit, mon livre, c'était des mots pour des mots. Je racontais les mots que j'avais. Et ce livre, je l'écrivais, mais je le mettais aussi sur une page Facebook qui permettait à ceux qui n'avaient pas l'argent de se payer le livre de pouvoir lire mes récits, etc. Et il s'avérait que j'avais des remontées de blessés qui me disaient Jean-Louis, tu arrives à dire des mots que nous, on n'arrive pas à dire. Et donc je leur faisais du bien, entre guillemets, sans le savoir, je leur faisais du bien. Une fois, j'avais raconté mon histoire, qu'elle était finie, je n'allais pas en inventer d'autres, donc j'ai dit, bon les gars, c'est beau. Et puis j'avais des remontées qui disaient, ne lâche pas, tu nous as fait du bien, continue. J'ai essayé d'écrire un autre livre. Ce livre m'a fait retomber là où il ne fallait pas que je retombe. C'est-à-dire que j'ai essayé de rechercher plus loin qu'il fallait, et mon conjoint m'a dit, non, c'est pas bon, tu repars cacahuète, c'est pas bon. Donc j'ai fini vite fait ce deuxième livre qui s'est fini de moitié, et j'ai culpabilisé en fait, parce que je me suis dit, je peux pas les laisser comme ça, c'est pas possible. Tous ces gars-là qui m'envoient des messages par centaines, donc je leur fais du bien, je peux pas. Donc je dis, qu'est-ce que je peux faire? Écrire, je ne pouvais plus, ça me faisait du mal. Et dans ma tête, j'ai réfléchi, j'ai cette idée qui m'est venue dans ma tête. Je me suis dit, ces gars-là, il faut que je les sorte de l'ombre, il faut que je leur enlève le gris qu'ils ont sur les épaules pour refaire revivre ces 3 couleurs qu'ils ont servi. Ils ont servi la France, ils ont des droits que la France leur doit, le droit d'exister, tout simplement. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai 69 ans, j'ai dit, si tu ne le fais pas maintenant, Jean-Louis, tu ne le fais plus. Donc j'ai dit, je vais traverser toute la France. Bonjour, voilà, je m'appelle Benjamin Poincenet, je suis un ancien de l'infanterie marine. J'ai participé à une mission en Afghanistan dans laquelle, la mission de l'embuscade de Zbin qui est tristement connue. Et du coup, j'ai décidé d'en faire un film, de raconter mon histoire et celle d'autres camarades qui ont été diagnostiqués SPT à leur retour. Et ce film parle de ça, et du coup c'était une manière de libérer la parole, parce que c'est vrai que dans la reconstruction on parle énormément de sport, et on ne parle pas d'autres moyens. Il y a d'autres moyens, donc il y a Soldat Artiste avec Julien Gris dont vous avez parlé, il y a aussi, moi c'est l'écriture, c'est les films, et puis je pense que pour moi, pour libérer la parole, tous les moyens sont bons en fait, et comme vous disiez, on n'a pas le même âge, mais moi je suis parti en mission en 2008. Même par rapport à maintenant, c'était une école différente, c'est-à-dire que même à l'époque on n'en parlait pas, il n'y avait pas de prise en charge, il n'y avait pas de sas de décompression, il n'y avait rien en fait. Et c'est vrai qu'en quelques années, il y a eu un énorme progrès, il y a énormément de choses qui sont faites. Donc ça c'est bien, je pense qu'il faut continuer, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites, notamment à l'intérieur de l'institution. Mais en tout cas, ça fait plaisir de vous voir et de voir que les choses avancent. Voilà, merci. Et c'est vrai que ça ne fait pas partie de... On parle de l'industrie de l'armement, on parle de rétablissement ou pas d'une réserve, du service militaire, etc. Mais cet aspect des soins n'a pas été... Je ne sais pas si vous avez retenu, parce qu'il n'existe aucune étude en France, je me suis renseigné là-dessus, sur l'étude qu'ont fait les Australiens. Les Australiens, ils sont dénombrés, le nombre de morts, y compris par suicide, des années après. Oui, nous ne sommes pas égaux devant les scènes traumatiques que nous vivons. Certains vont rester parfaitement neutres et d'autres vont compenser, dégringoler.
c'est pas de problème, surtout qu'on ne connaît pas le fameux temps de latence. Encore que, apparemment, on en a parlé un petit peu, il y a quand même quelques préconisations qui commencent à être faites. Les fiches de suivi. Ce que je propose de faire, c'est qu'on envisage l'un après l'autre les différentes catégories, reconstruction, réadaptation, réinsertion, pendant le travail, pendant la vie professionnelle, après la vie professionnelle, et puis aussi par les de manière à prendre en compte cet effet psychologique, chose qui n'était pas à l'époque. Il y a deux fiches en fait. Maintenant, il y a la fiche, ce qu'on appelle la fiche de post-OPEX, qui est du début où la personne va partir jusqu'au moment après où elle reviendra, et après son retour, un suivi. Donc ça, c'est pour tous les gens qui partent en opération extérieure. Et il y a aussi la fiche post-event grave, qui est pour les gens qui font des MCD ou alors des théâtres d'opération intérieure, puisqu'on a des gens qui font... On a un petit vernis, en fait, une petite formation de 3 semaines à Paris avec les psychologues de l'armée de terre. Parce qu'il y a des psychologues SSA et des psychologues armée de terre. Donc nous, on est formés, entre guillemets, par des psychologues de l'armée de terre. Et puis on part faire un stage en HIA. Et moi, là, je ne vais pas vous mentir, j'ai fait mon stage il y a 4 ans, je me suis pris une claque dans la tronche. Parce que même si je suis militaire, même si j'avais des bonhommes, et moi ils étaient brancardiers secouristes après, donc ils sont en première ligne malgré tout, je pensais pas. Moi je suis d'accord avec toi. Moi je suis rentré à 15 ans, j'ai arrêté à 14 ans, j'ai fait la demande là, parce que je l'ai dit, je savais même pas. J'ai reçu ma carte du combattant en décembre. En fait, pendant le sport, j'avais rien. Et c'est moi qui l'ai demandé, mais si je la demandais pas, en fait j'en connais qui, même encore maintenant, qui ne savent pas ça. Avant, c'était fait par les régiments. On a laissé les gens faire eux-mêmes, on a vu que ça ne marchait pas. Maintenant, ça sera normalisé. Pour tous les futurs, là, dès qu'on fait une mission, les chancelleries, elles vont demander des trucs directement. Mais la première et en général, c'est avec ce genre de choses-là que je vais changer les plus affreux souvenirs. Je voulais parler de mon major, là, qui est une dame qui a déjà pas une bonne trentaine d'années de service. Je lui ai dit, elle est allée au Liban, 3 fois en Afghanistan, une fois au Kosovo, et puis une fois dans un bateau pour repêcher les gens là, qui sont sur des barques sans manger depuis longtemps. Elle vient chez moi et elle me dit qu'elle a passé 1 an et demi à soigner avec le comportementalisme. Soigner un trauma avec du comportementalisme, c'est comme repeindre une voiture avec de la gouache. Hein. Ça ne sert à rien. Et elle me dit 1 an et demi, ouais, ça va beaucoup mieux. Ok, d'accord. Donc on a eu 2 séances. C'est le vendredi, c'est la seconde, c'était jeudi passé la première. Elle me dit c'est guéri. Moi je fais oui. Comment dire, Bruxelles, t'as vu ça? Je ne dis pas. Pour comment est-ce qu'on vérifie que quelqu'un a un trauma B, que le trauma a l'air d'être soigné mais que ce n'est pas le cas, et donc elle a des symptômes avec lesquels il ne fait pas rien, eh bien on a la personne qui va en hypnose. Comment est-ce qu'elle va en hypnose? Je lui demande c'est quoi, vous allez bien, je vais doucement, on va pas la provoquer tout de suite. Et elle me dit qu'elle adore un canam. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un canam? C'est des grosses motos à 3 roues. Moi j'appelle ça des tricycles, mais c'est un peu mais c'est des tricycles. Donc il y a 2 grosses roues devant, c'est une moto et une 3e roue derrière. Et son mari l'avait initiée, et elle adore ça. Et donc en quelques instants, elle va dans cette hypnose avec ça. Et puis après, je lui demande c'est quoi l'émotion. L'émotion favorite pour elle, c'est la liberté. C'est où dans le corps? Je crois que c'était dans le ventre. C'est capital pour travailler le trauma de toujours être dans le corps et dans les émotions du corps. Parce que c'est là que ça se joue. Que ça s'exprime. Ça se joue dans le cerveau, mais ça s'exprime dans le corps. Et l'inconscient, à la dernière minute, avant que ça ne sorte, hop, il le rattrape. Il le rattrape, on attrape à la gorge, et crac, il n'y a plus d'émotion. Alors que tous les gens qui font du MDR sont drillés avec l'idée qui est démarrer à partir d'une émotion qui est encore relativement petite,
mais dont on sait très bien qu'il va y avoir, comme disent les Freudiens, un retour du refoulé. Donc, les émotions de terreur, de désespoir, de rage, etc., sont en train d'arriver, et crac, l'inconscient les rattrape parce qu'il juge que c'est trop fort. Comment est-ce qu'il fait ça pour juger? Alors j'ai envie de dire, ça c'est le moindre des problèmes. Il a rattrapé. Tant mieux s'il n'y a pas de dégâts par la suite. Dans d'autres cas, vous avez quelqu'un qui fait une première séance comme ça, où la décharge émotionnelle est tellement grande qu'il ne retourne pas au deuxième rendez-vous. Et beaucoup de thérapeutes qui sont terriblement zélotes, qui sont enthousiastes par rapport à ce modèle, et je les comprends bien, je l'ai fait aussi. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il ne faut pas tomber amoureux de son modèle théorique. On va avoir la possibilité d'avoir une catastrophe gigantesque. Je vous ai dit qu'on a des protections dissociatives qui sont notamment la psychosomatique. Notre cerveau trouve qu'il est beaucoup mieux avoir cette protection d'une maladie qui se déclenche très très rapidement plutôt que d'avoir toutes ces émotions. Et la protection effective a été découverte par un certain Gérard Racine il y a à peu près 25 ans, en 2000. Et depuis lors, pas mal de gens qui utilisent l'hypnose disent ben oui, tu as raison, c'est un autre phénomène hypnotique comme les autres, puisqu'il sert à nous protéger. C'est un bricolage, si on veut bien comprendre. Parce qu'on aura bien envie de ne pas avoir une maladie. Mais donc, moi j'ai eu deux personnes qui avaient une perforation d'estomac. Heureusement, ça se passait en milieu hospitalier. Par exemple, est-ce que vous pensez que dans le milieu professionnel, par exemple, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, voire les autres ministères dépendant de la sécurité civile et sapeurs-pompiers, est-ce que les administrations en font suffisamment? Et puis, quel domaine qu'elles n'abordent pas? C'est surtout ça qui nous intéresse de trouver là où on pourrait faire avancer les choses. Il y a plein de choses à faire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'une chose à faire avancer. Il y en a plein, je pense, de l'extérieur, que ce soit encore une fois sur l'accompagnement, sur le travail, sur la famille, les logements. Enfin, c'est plus que le travail, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Apparemment, on a beaucoup évolué, mais c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant, ça suffit pas. Et comme le disait tout à l'heure aussi Jean-Louis, il y a les militaires d'aujourd'hui, mais il y a aussi les anciens dont on ne parle pas et que c'est encore plus dur pour eux parce qu'à la limite ils se mettent en retrait, ils disent bon depuis le temps, bah tant pis je reste comme ça, j'ai pas eu d'aide à cette époque, c'est pas aujourd'hui que je vais en avoir. Il y en a qui c'est ce qu'ils se disent. Et puis il y a les collègues, les amis qu'on peut se faire, c'est difficile aussi de se faire des amis pour eux, donc c'est un travail au quotidien et puis la société elle a pas l'air de... Je connais pas trop encore il y a une information à faire. Je pense, mais complètement, je pense que c'est important et essentiel que la famille aussi ait une aide et un soutien pour les aider à mieux comprendre le partenaire, le mari, le frère, le père. Commence à y avoir des choses qui sont mises en place. Je vous demanderai de parler fort parce que avec le bruit ambiant. Ça mis en place depuis 2-3 ans, mais en fait, quand le blessé ne peut pas expliquer ce qu'il vit, dans la mesure où il n'arrive pas à le verbaliser. Oui, justement, c'est d'autant plus difficile. Il faut pas demander à la famille de comprendre le blessé, ne comprend pas ce qui peut arriver. Effectivement, la famille t'a intégré dès le début, parce que sans la famille, le blessé il est seul à la maison, il n'a pas tout le temps ses aidants. En gros, c'est une de blessés ou les médecins. La famille t'a accompagné rapidement pour éviter les dommages collatéraux. On prend un peu des termes militaires parce que les enfants subissent aussi le post-traumatisme. Bien sûr, l'extérieur, c'est ce que je pense aussi. Parce qu'effectivement, quand la personne ne parle pas, elle ne peut pas, ce qu'elle veut pas, c'est qu'elle ne veut pas. Pour la famille, c'est difficile et ça peut forcément être plus douloureux pour l'un comme pour l'autre. Parce que en tant que famille, on se dit mais pourquoi il ne parle pas, pourquoi il ne m'explique pas, si sa femme ou autre, peu importe la position qu'on a. Moi aussi, je pense qu'une information aux familles est indispensable, absolument indispensable. La preuve en est que les gars qui s'en sortent, c'est parce que leur femme reste. Il faut savoir que 85% des femmes, dans ces cas-là, quittent la maison ou mettent leur mari dehors. Donc le problème, il est là. J'allais dire, il y en a peut-être qui à l'inverse. Ah oui, tous ceux, les anciens là, qui a 20 ans, ils souffrent tout autant. Et
ils n'ont pas été pris en charge. Et quand ils ont essayé, c'était trop tard, on ne les a pas pris en charge. Ah non, c'est trop tard, il fallait le déclarer avant. Oui, mais en fait, le coup, le ressenti. Et je dis ça, c'est comme pour les attentats. Pour les femmes qui ont été victimes de viol, il y a des personnes, des jeunes filles, des femmes qui vont déclarer tout de suite, d'autres qui ne vont pas pouvoir. Donc, comme il le disait tout à l'heure, la France, là-dessus, elle a un travail à faire quand même. Le problème de la France, c'est cette question toujours d'administration. Exactement. Pour montrer Et cette personne a témoigné du fait que ce fameux SSPT ne concerne pas que les militaires, les forces de l'ordre, etc., mais un peu tout le monde, puisqu'elle a témoigné de son propre expérience vécue et où elle a été confrontée à des violences sexuelles, par exemple, et tout ce qu'on peut constater chez les médecins qui relèvent des blessés au quotidien. Ensuite, le point qui a été abordé, c'est cette reconnaissance qui existe, qui est assez récente. Ça a été évoqué ce matin au cours des conférences, et avec cette loi consécutive à l'embuscade d'Ouzbine, cette loi qui a été promulguée, alors on avait un doute sur la date, c'était 2011 ou 2012, qui permettait de reconnaître le SPT comme une maladie professionnelle. Enfin, comme oui, une maladie professionnelle. Je ne sais pas si maladie est bien le bon terme. Une affection peut-être, on va dire. Oui, parce qu'il y a une différence entre blessure et maladie. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça a été souligné ce matin aussi, et vous pardonnerez mon incompétence sur la matière. Oui. Ensuite, eh bien, le point suivant, c'est que, effectivement, auparavant, eh bien, on n'en parlait pas, pour différentes raisons, et celles qui ont émergé, c'est essentiellement le fait que le soldat se doit d'être toujours droit, il y a une expression qui dit droit dans ses bottes, et de se montrer fort, et par là même, ça l'oblige, ou du moins il se contraint lui-même, à mettre de côté toutes ses blessures, tout ce qui pourrait constituer une faiblesse, parce que c'est pas du tout ce qu'on attend de lui ou comme c'est bien tout le contraire qu'on attend. Du moins, c'est l'idée qu'il se fait et qu'on se fait, puisque nous sommes quand même nombreux à avoir vécu toutes ces affaires-là, et je crois que nous sommes tous là pour témoigner que c'est bien comme ça que ça se passait, et que peut-être même ça se passe encore, puisque nous avons eu des témoignages de personnes qui sont en activité aujourd'hui, et que ce phénomène-là est constatable encore aujourd'hui, pour les mêmes raisons vraisemblablement qu'autrefois, et avec les mêmes difficultés posées qu'autrefois, malgré tout ce qui a pu se mettre en place depuis 2011. Conclure et de vous souhaiter un bon retour, mais en attendant, c'est la personne qui est à l'origine de ce colloque, qui s'est battue pendant 2 ans, qui a fait face au scepticisme, y compris du mien, et qui a donc magnifiquement réussi son entreprise. Donc, Madame Eileen Ferrand va vous donner quelques mots, notamment sur ce qui lui tient à cœur. Alors, Serge n'a pas cru en moi, mais il y a une personne ici qui a cru tout de suite en moi et qui ne m'a jamais lâché, et c'est Madame le maire. Merci. Alors, depuis sa création en 2020, notre Rotary Club a dédié la retraite de son pique-nique jazz annuel à l'œuvre nationale du Bleuet de France, maintenant devenue une fondation. De plus, nous avons relancé avec la directrice de l'école élémentaire de la Motte la vente des bleuets par les élèves de CM2 les 8 mai et 11 novembre pour renouer avec une vieille tradition. L'année dernière, le secrétaire de notre club, le colonel Landet, ici présent, a passé un accord avec la fondation pour que les recettes de nos pique-niques jazz soient reversées spécifiquement aux maisons Athos pour les résidents en situation de SPT. En avril 2023, un groupe de vétérans OPEX est venu faire une présentation au club sur le sort de vétérans qui se retrouvent dans la rue et ont perdu famille et domicile. Quelques jours après, je partis en Australie chez mon neveu psychiatre à Adélaïde, le docteur Nicolas Ford, que vous avez vu à l'écran ce matin, et il m'a présenté à plusieurs personnes concernées par le sujet, notamment David Everett, des forces de défense australiennes, qui m'a expliqué les aspects économiques de la situation.
David m'a fait connaître le professeur Hugh Milroy, président de Veterans Aid UK et vice-président de Veterans Aid mondial. Dr Milroy est à la tête d'un centre d'accueil résidentiel de 66 chambres et les résidents peuvent s'en servir comme adresse de domicile pour refaire des documents, rechercher un emploi et plus généralement remettre le pied à l'étrier. La durée du séjour est généralement d'1 an. Dr Milroy a créé une méthode de réhabilitation qui s'appelle de l'assistanat au bien-être, From Welfare to Wellbeing. Et il a transformé plus de 1000 vies. Pour avoir visité la structure à Londres en juillet 2023, je peux dire que c'est un bijou d'efficacité et de confort. Le gouvernement britannique a financé sa rénovation et la nouvelle structure a réouvert en 2018. Jusqu'ici, nous avons parlé de soldats, mais il est évident que depuis quelques années, toutes les catégories de serviteurs de l'État sont concernées et en danger, ainsi que le public en général, comme nous l'avons vu avec l'histoire de Marilyn, prise dans l'attentat de Nice. Tout citoyen a le devoir de s'en préoccuper, et au Rotary Club de la Mode, c'est ce que nous faisons. Bien sûr, ce premier colloque n'est qu'un tout petit pas sur le chemin, mais il a l'avantage de mettre le sujet en pleine lumière. Nous devrons organiser un deuxième colloque l'année prochaine pour explorer plus en avant la possibilité de créer une structure d'accueil ici dans le Var, et éventuellement rendre les points de chute CECAS dans les villes moyennes plus appropriés à recevoir des blessés psychiques en quête d'assistance de toutes sortes, un peu comme les drop-in centers créés par l'Université d'Adélaïde. Des endroits où ils peuvent se présenter en toute simplicité, sans papier et sans contrainte. C'est dans cet état d'esprit et avec cette perspective que je vous remercie de vous être déplacés, parfois de fort loin, pour participer à ce colloque. Nous espérons vous avoir sensibilisé au sujet traité, le SPT, et vous avoir fait découvrir des solutions, fruits d'initiatives diverses, pour lutter contre ce mal. Alors peut-être nous reverrons-nous, si vous le souhaitez, pour approfondir nos connaissances et développer nos échanges, ici même, en 2026, si Madame le maire, que je veux encore remercier, veut bien nous accueillir dans cette magnifique salle. Bon retour à toutes et à tous. La future présidente du Rotary Club de la Mode. Merci. Oui, je voulais juste rappeler également qu'on avait proposé à table ronde d'avoir aussi un numéro unique, comme on a un numéro pour les femmes victimes de violences, pour les enfants qui sont maltraités, et bien qui est un numéro unique pour les personnes de syndrome post-traumatique, que ce soit les militaires, les policiers ou les pompiers, voilà, parce que je pense aussi que c'est important qu'ils l'utilisent ou qu'ils ne l'utilisent pas, mais à tout moment au moins, ils savent aussi que pour eux, il y a un numéro qui leur est dédié. Et je pense que ça serait tout à fait légitime, parmi plein d'autres choses encore. Du colloque, je suis souvent avec elle, mais ceux qui la connaissent, vous savez qu'il faut être très souvent, parce qu'elle a 36 000 idées par semaine. Et donc elle est difficile à suivre. Mais cette idée du colloque, on y a cru depuis le début. Et Serge, tu dis que tu étais un peu frileux, mais tu t'es vraiment assez vite investi quand même. Hein. Donc, heureusement, tu as été prudent, mais tu avais raison. Moi, ce qui m'a fait peur la première fois qu'elle m'a parlé, alors pas de nos premières rencontres en disant qu'elle avait été sensibilisée sur l'exemple qui a été donné ce matin, je ne reviens pas dessus. Donc j'ai partagé son émotion, mais en même temps, je l'avais de suite alertée aussi sur le fait que, et puis on a essuyé quelques plâtres, on se rappellera de notre point de presse un peu compliqué, ça a mis des bâtons dans les roues quand effectivement on est là. Il ne faut pas aller porter une critique systématique de ce qui n'est pas fait, de ce qui fait mal. C'est pas comme ça qu'on peut avancer, en tout cas c'est pas comme ça que je conçois l'idée d'aller faire évoluer la société. Donc on a dû aussi se caler, un peu arrondir les angles. Alors ce qui m'a fait le plus peur, c'est au début quand elle m'a dit de toute façon ce serait génial, comme je dis, premier village libéré de Provence, et sensible au bleuet, ça serait génial qu'on arrive à faire une maison à Tos à la Motte, on va réfléchir à quel endroit, et enfin, vous voyez tout ce que ça pouvait impliquer. Donc moi j'ai dit, où va-t-elle? Donc ça c'était une première inquiétude. Sur le principe que ce soit dans le Var, on a trouvé des pistes, effectivement.
Donc on a sollicité quelques établissements parce que dans le Var, au final, il y a quand même pas mal de structures qui sont vides aujourd'hui. Donc j'avais un petit peu sollicité, je ne vais pas les nommer parce que c'est enregistré et je ne voudrais pas que ça me fasse défaut par la suite. Enfin, il y a encore des structures qui ne sont plus du tout occupées dans le département qui pourraient être amenées à être mises à ce service-là. Mais en attendant, ça c'est un projet qui est entre guillemets pharaonique parce qu'il y a des investissements et les mécènes, je pense qu'on peut aller les chercher. Mais moi, petit maire d'une petite commune qui n'a pas 2500 habitants, c'est presque 3000. Mais c'est bien que ce ne soit pas plus que 3000. Hein. Voilà. Le petit village rural, on a aussi beaucoup d'idées, mais moi je pense que la société, elle peut évoluer grâce à nous, la proximité en fait. Là-bas, vous avez mes 2 élus qui sont en charge de tout ce qui est autour de la petite enfance jusque tout le contact avec cette proximité. Et tout à l'heure, il y avait mes agents de police. Le travail qu'on peut faire localement, sans parler à des projets qui nous paraissent, comment dire, à peine envisageables parce que c'est des gros moyens financiers, le quotidien, la proximité des services municipaux, c'est aller vers les enfants, leur expliquer. C'est pour ça qu'on adore quand l'association Les enfants pour les enfants de la résistance avec Stéphane peut intervenir dans les écoles. C'est de la pédagogie en direct, c'est de l'éducation à ce que, comment on veut que nos enfants soient demain. Et ça sera les futurs parents. Comment on intervient dans les collèges, les lycées. Ce qu'ici nous faisons, c'est de faire intervenir la police au moins une fois dans l'année. On va expliquer aux enfants de CM1 et CM2 qu'est-ce que c'est le harcèlement et le cyberharcèlement. Mais c'est toujours un moyen d'entrée pour leur parler d'autre chose. Et on élargit la discussion, on les entend et on peut rebondir. Et à partir du moment où la jeunesse connaît la police municipale, les gendarmes qui sont aussi nos primo-intervenants sur la commune, on sait que ces gamins ils sont en capacité de venir nous parler. Le CCAS qui est un gros service sur la commune, encore une fois, CCAS, service de proximité, il y a des gens qui sont en souffrance, on a parlé des femmes qui sont en difficulté avec les violences intrafamiliales, mais ça peut aussi être des SDF de passage qu'on a reçus, qu'on est allé aider. Donc je pense qu'à tous les niveaux, pour être un peu plus pragmatique directement, il y a plein de choses à faire. L'information, effectivement, un colloque comme aujourd'hui, ça sert à se dire, effectivement, est-ce que j'ai l'œil, est-ce que j'ai l'écoute, comment je peux agir. Mais je pense que c'est tout, c'est la société, comme bien d'autres sujets. Au plus on sera informé, au plus la population sera informée, au plus on aura cette vigilance à ne pas laisser aller s'enfoncer dans des situations extrêmement difficiles. C'est un quotidien. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, tous les gens que je connais ici qui sont régulièrement sur la commune de la Motte à faire des conférences, à faire des expositions, à être avec nous avec nos commémorations, je veux vous dire encore une fois, mon extrême reconnaissance parce que je veux absolument que cette éducation à la citoyenneté, on la partage et que ça serve à quelque chose en fait. Et moi en tant qu'élu, c'est pour ça que je suis venue. Pour faire un petit peu évoluer à mon petit niveau la société. Donc merci Aileen pour tout ce que tu me proposes, même si des fois tu me fatigues. Aussi d'avoir été là pour organiser ce colloque. Voilà, merci. Alors, il m'a dit que je devais vous souhaiter un bon retour. Effectivement, je vous souhaite un bon retour. Je pense que c'était une vraie réussite aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a eu peur, mais au final, même sans la ministre, on s'en est bien sorti. Voilà. Oui. Peut-être que pour le deuxième, il sera là. Parce que finalement, sur les réseaux, tout le monde va en parler. Oui, ils sont là, les réseaux. Voilà. Merci à tous. Merci. Et puis d'un seul coup, il se trouvait devant un déluge de fer et de feu, avec les mitrailleuses allemandes c'était totalement nouveau ça. Et donc ça a introduit une espèce de terreur en fait, c'est-à-dire on va partir mais c'est sûr qu'on va mourir. Les médecins n'en reviennent pas. Les films que vous voyez sont des documents pédagogiques destinés au corps médical. Des instruments de travail
qui doivent éclairer les praticiens sur la diversité des affections psychiques pour mieux les dépister. C'est pourquoi les malades sont le plus souvent mis à nu. Leurs contractions musculaires, leurs tics, leurs tremblements doivent être visibles aux médecins. Et il regardait au loin, dans le vide, il se déobnubilait parce que les médecins appelaient l'hallucination cinématographique de la bataille. Il revoyait la bataille. Ces soldats choqués, désorientés, en errance derrière les lignes, ont parfois été pris pour des déserteurs. Or, un soldat qui fuit, surtout devant l'ennemi, au moment d'une bataille, oh bah c'est très simple, hein, dans le règlement, c'est peine de mort. On est dans un truc où on ne veut pas croire ça. À l'armée, on ne peut pas croire un truc comme ça. S'il déserte, c'est que c'est pas un patriote, c'est donc pas un bon Français, c'est qu'il ne défend pas la France, etc. Et il n'y a personne vraiment pour les défendre, en fait. Parce que personne ne maîtrise bien ces situations-là. The summer of 2014 was one of the happiest summers of my life, living in Nice on the Promenade des Anglais and walking hand in hand with my new husband down the promenade. But those memories have faded into the background ever since July 14th, 2016. That summer we had returned to Nice and were enjoying all the wonderful things Nice has to offer. We attended the International Football Championships, which I jokingly told my husband were more secure than the airport. We attended the July 14th Bastille Day parade in Nice, where we viewed all the military the city had brought in to protect the people attending the football championships. We saw the military eating in the museum garden as we walked by late that afternoon. But little did we know, all that military and security would be whisked away before some 30,000 people would descend upon the famous Promenade des Anglais to watch the fireworks and attend the music celebration on the promenade. My husband did not like fireworks, so it was decided I would attend the fireworks and celebrate with a Canadian friend. So he stayed in the apartment while I joined the Canadian friend and her party by the pergolas in front of the Negresco Hotel. The fireworks spectacular was spectacular, and we had planned to stay on for the music celebration. The group had initially discussed going to the bandstand to the west, but I said I really did not like their music as I heard them practicing on my way to meet that evening. A decision that my memory tells me most likely saved our lives. So we went to the bandstand to the east, and were enjoying the music when all hell broke loose. People were running and screaming, camion, terrorist. Initially, I thought someone had started a cruel prank. However, I quickly realized I did not run. If I did not run with the crowd, I would be trampled, as I was horrifically witnessing. So I ran with the crowd and was planning to escape to the beach. However, as the truck was quickly approaching, there was only a very small area with which I could get between the person to my left and a barrier to the beach. As I tried to escape, I hit the barrier with my left knee and twisted my hip drastically to get into that space. I knew I was injured enough to not be able to maneuver the stairs to the beach. I turned to my left and watched the person next to me, who I had squeezed next to, disappear under the truck. I turned around and saw a lighter-haired man climbing up the right side of the truck, and my memory goes blank. Approximately 2 blocks later, I awaken thinking I am dead. A lady is in my face, screaming at me in multiple languages to run the other direction. Stunned, I am thinking she is an angel and I must be in heaven. Then I turn and I see the truck stopped across the street from me. So I turned around and did as I was told and limped approximately 1 kilometer back to the apartment on the promenade through what I would describe as a war scene. As I approached the horrific war scene in the front of the Negresco Hotel, I began to think I should try to help, as I have previous training as a trauma intensive care nurse. But then I remembered hearing about one of the attacks in Paris. The terrorists returned to the scene and killed people, helping the injured. I thought about my 2 children who had lost their father 8 years ago, and if I were to be killed, they would be orphans. So I continued on the path to the apartment, simply hoping to survive. Then there was another area that I will only describe as a war scene, and hesitated again, thinking I should help. But then I thought about my husband, who was not that far away, and how I would not want him coming out to find me laying amongst the dead. So I continued on the path to the apartment.
As I approached our apartment building, I hesitated to ascertain if the 2 bodies lying on the ground in front of our apartment were dead. I entered the apartment building, which is filled with people who ran for cover, and entered the apartment building. I was paranoid of every single one of them, so I limped up the stairs instead of taking the elevator. I quickly entered the apartment and frantically start locking all the locks, rushing around to begin closing one of the electric blinds and yelling at my husband, "Turn off the TV, they are coming to kill us." He asked me if I had been drugged. I replied, "They are all dead." He looked confused, so I grabbed his hand and walked him to the seaside window of the salon and pointed to the 2 dead bodies outside the window. I told him the scene is horrible, with dead bodies and body parts scattered throughout the promenade. He tells me we must go help. I refuse to go because I was convinced they will kill us. He is shocked as he exits the apartment. He yells at me in an extremely unkind manner. "You're a trauma nurse. What kind of person are you?" In shock, I pull up a chair next to the window and begin praying over the 2 dead bodies outside the salon window. I try to convince myself I will go for help if there's any movement of the 2 bodies, but I knew there was none. My husband returns in shock, saying they do not want any outside help. I stay in the chair the entire night, praying until the bodies are removed early that next morning. About 6 a.m. I move to the couch but cannot sleep because every time I close my eyes, the most horrific parts of the entire night played more vividly like a video in my head. For at least 3 nights I did not sleep, as no one would answer my calls for medical help for the physical and psychological trauma I was enduring. So I went to the Centre Universitaire Méditerranée, where there was medical help, as I was feeling like death would have been better than what I was living. I am so grateful for the help I received there with the psychologist, psychiatrist, and the Monaco Red Cross, who assisted me in getting medical and psychological treatment. The psychological treatment was transferred from Monaco to Nice, where I saw a psychiatrist for PTSD medication and a psychologist who continued the counseling and ERMD, rapid eye movement treatment Monaco had started. My orthopedic medical treatment continued in Monaco until I returned to the USA for medical and psychological care. I remember asking the Nice psychologist if there was a support group I could join, as my friend I met that night said she was able to get down to the kitchen under the promenade and did not witness the same scene I had witnessed. She said there was no formal support group, as we do not really want people talking to one another. That I will never understand. I had no one I could talk to who truly understood what I had gone through that horrific night and how much agony I was enduring with silence. The closest I came to finding someone I felt I could relate to was my father, who was a Marine in the front lines of World War II. At age 90, he was the only one who early on told me I had been through a war and would be taking the scenes that play in my head with these triggers and sometimes unannounced to my grave. It took 8 years for me to connect with anyone who understood what I went through on that horrific night and how I will struggle to live with the symptoms of PTSD from the Nice attack. Even the US psychiatrist I see who worked with 9/11 victims admitted he did not fully comprehend what I went through because he was not there. So after I received my second summons as a victim of the Nice attack for Paris Court of Appeals, I decided to answer the summons and attend the Court of Appeals trial of 2 of the people who were found to have previous knowledge of the attack plans. I gave up 4 months of my life and great personal expense in an attempt to find answers to some of my questions of the events of the night and finally meet someone who understood what I was suffering in silence. And the Court of Appeals has yet to reimburse expenses of people attending the trial as promised to me and other victims. I attended every second of the trial and did get some answers from the testimony, but not all I was seeking to learn. But the most important thing I gained was meeting for the first time people who truly understood and can now and can show some legitimate empathy. One important aspect I will never understand is how the city of Nice could be so protective of the safety of the attendees of the sporting event and not their own city events. In my opinion, this was a terrorist attack that never should have happened. The security of the city failed the 30,000 people attending
the evening Bastille Day celebrations. 86 innocent victims and countless others physically and psychologically injured for life, and yet no one seems to be accountable for that failure. As a result of the Nice terrorist attack, after extensive medical treatments, I had to have my left knee and right hip I injured at the night replaced. I had to give up running and triathlons, which were my main physical activities prior to the Nice attack. I have hearing loss, which the ear, nose, and throat doctors tell me is consistent with veterans of war. I have received significant psychological care, often at my own expense, in 3 countries, Monaco, France, and the US. And I still suffer from psychological events of the night of the Nice attack. I have an intense need to not allow any terrorist to chase me away from the country I truly love. I have a hypervigilance that affects my daily life. The triggers of the evening, the smell of the diesel fuel, the sight of a truck, sight of someone whom I think resembles the ethnic background of the terrorist and his accomplices, sounds similar to gunfire or people screaming, feeling as though I cannot escape the place I am in, news of other tragedies, movies, and sometimes nothing at all will bring the video of the night racing vividly through my head. At times I have to leave the freeway, the street, the bus, the train, the restaurant, wherever I am to escape the intense feelings that it can happen again. The survivor's guilt is also quite intense. How did I survive when the person next to me did not? What if I could have helped someone that night with the skills I have? These are just a few of my problems. But after attending the court in Paris, I became acquainted with other victims of the Nice attack, and I'm struck with how many people are suffering to a greater extent than me in the south of France. If France allows the terrorists into this country, and in my opinion does not punish even people with prior knowledge with more than 18 years in prison, and allows them to maintain their French citizenship, then at least they can do is to provide care for those victims they failed to protect. I have learned from the Rotary Club of La Motte International. They have an ultimate objective of creating a residential refuge center for PTSD victims in the Var. This is why I am sharing my story publicly for the first time. I firmly believe my PTSD will be listened by my involvement in a positive outcome of a horrible situation. I'm thinking if people can be helped, that I was impotent to help that night, perhaps my pain and survivor's guilt will be lessened while helping others. Alors je m'appelle Julien Brie, j'ai 37 ans. J'ai été militaire de 2005 encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis en congé longue durée maladie suite à un syndrome de stress post-traumatique qui est survenu en 2012 en Afghanistan, puis au Mali en 2013. Le SPT, c'est le syndrome de stress post-traumatique. Et pour faire simple, c'est une blessure, et non pas une maladie, c'est une vraie blessure, qui fait que lorsque tu es face à quelque chose de terrifiant, de dramatique dans ton cerveau, tes émotions sont à rupture. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'émotions pour que tu puisses avoir des réflexes qui restent cohérents. Et donc souvent ça traduit à un état de choc, de sidération, ou alors parfois peut-être une espèce de forme de folie finalement. Mon syndrome de stress post-traumatique s'est déclenché et arrivé en 2 temps. Il y a eu l'événement traumatisant et son déclencheur. Le 9 juin 2012, en Afghanistan, sur une presqu'île dans la région de Kapisa. Je dis presqu'île parce qu'on était lors d'un événement où il y avait un marché. C'est une des premières missions qu'on fait. On fait une action qui est civile-militaire, c'est-à-dire qu'on vient donner des cadeaux aux gens. Et à ce moment-là, pendant qu'on se met en place, il y a une personne déguisée en burqa qui s'introduit dans le dispositif et qui se fait exploser. Le lendemain, nous partions en mission pour montrer notre force et notre présence, histoire de rassurer les villageois. Un matin, comme les autres, nous partîmes en patrouille. Devant nous, il y avait une trentaine d'enfants avec cette joie qui colle au basque des Africains en général. J'étais dans ma tourelle. Il n'y avait aucun danger, apparemment.
une promenade de santé. Soudain, dans mon casque, j'entendis « Contact Tagao ». La mairie est prise par les terroristes. Suicide bombeur avéré dans la zone. Et dans mes épiscopes, je voyais tout mon groupe en morceaux. Du sang et des membres partout. Pourtant, quelque chose ne collait pas. Les enfants riaient encore devant moi. Je deviens fou. Les hallucinations reprirent de plus belle. Je levai le clapet de sécurité sur le bouton de mise de feu. J'y déposai mon pouce. Puis l'un des enfants me fit un signe de la main, un coucou. Dans ma tête, je me disais « Tire, tire, tire ». Cette fraction de seconde fut la plus importante de mon existence. Le Mali semblait être l'Afghanistan. Le terroriste était sûrement dans cette foule de mômes. Ce gamin, d'un simple signe, me fit retirer la main de ma commande, la mettant ainsi en sécurité. C'était un suicide bombeur. À ce moment-là, c'est compliqué, donc il y a cet état de sidération, cet état de choc. Je suis en panique, hein. Je fais une crise de panique. C'est très aigu. La sensation que je peux avoir à ce moment-là, elle est très aiguë. J'ai l'impression que rien n'est vrai. Voilà, tout est faux à ce moment-là, je suis dans un film. Je ne comprends pas tellement, il y a une forme de dépersonnalisation. Je vois des gens morts alors qu'ils sont en vie, et ça, c'est pas normal. Donc il y a l'angoisse qui s'accumule à toute cette espèce de mal-être qui est arrivé vraiment d'un seul coup. Je suis mis en évacuation sanitaire. Et à ce moment-là, donc on me donne de la morphine, on m'explique que je suis dans un état de choc. Tout ce que je me rappelle à ce moment-là, c'est que je me réveille dans un lit de camp. Un médecin vient me voir et me dit « Tu as un syndrome de stress post-traumatique ». À partir de là, mon état va s'aggraver en fait dans le sens où ma réflexion ne va plus que pour ça. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que j'ai? Les cauchemars arrivent peu à peu. La colère, la culpabilité, tout ce qui peut faire que ma vie est une descente en enfer à partir de ce moment-là. Enfin, voilà, c'est là que tout commence finalement.